Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spécifique thématique Halloween et notamment à travers la découverte des contes et des légendes sur le thème d'Halloween à travers le Hello Tarot de Destiny. On se retrouve tout de suite. Alors, donc bienvenue sur cette vidéo un petit peu halloweenesque, horrifique. On va pas aborder des thèmes ultra joyeux, mais quand même, aujourd'hui je souhaitais te faire découvrir le Hello Tarot, un tarot sur le thème d'Halloween à travers des contes, des monstres, des légendes. Quoi de mieux que le mois d'octobre pour aller découvrir ce tarot qui, certes parle de choses un petit peu horrifiques, je sais jamais comment on dit, mais qui reste quand même choupi parce que on est sur du Destiny les gars, donc on reste dans le soft et pas sur un truc hyper creepy, hyper shadow. Donc on va le découvrir tout de suite ensemble. Donc je suis désolée si j'ai encore un petit peu la voix cassée ou alors si je parle un peu du nez parce que j'ai été malade et ça met du temps à passer ces petites choses-là. C'est en kikinant, mais bon, en kikinant, j'avais pas sorti ce mot depuis des années. Bref, j'ai le numéro 916, c'était la fin de l'édition. D'ailleurs, pas de réédition cette année justement pour le Hello Tarot. Il reviendra normalement l'année prochaine, d'après ce que j'ai compris. Donc, désolée, si tu veux te le procurer, ça risque d'être compliqué. Il va falloir être un petit peu patient. Donc, jeu de chez Destiny veut dire des dessins un petit peu choupis, des tranches bling bling et références pop culture. C'est souvent le cas dans les jeux de Destiny et c'est pour ça que j'adore la plupart de leurs jeux. Et puis moi, je cherchais un tarot comme ça avec des refs de contes, de légendes et pas quelque chose, tu sais, il y a beaucoup de tarots sur le thème d'Halloween aujourd'hui, c'est les citrouilles, les sorcières et basta. Moi, je cherchais quelque chose de plus creepy, tout en restant dans le soft parce que des fois j'ai besoin d'avoir des jeux un petit peu choupis pendant cette période assez sombre. Donc du coup, donc là on a des cartes de présentation comme d'habitude et deux cartes additionnelles. Le fameux et célèbre Happy Squirrel, l'écureuil porte-bonheur qui vient d'un épisode des Simpsons, de Homer Simpson, un épisode des Simpsons dans lequel on voit un petit écureuil comme ça et je pense que ça a été repris depuis par Destiny. Donc qui annonce tout de suite le thème, hein. On est dans des couleurs jaunes, orange, et on a ce petit chien labrador trop mignon qui fait du porte-à-porte pour récolter des friandises. Donc le principe de la vidéo, c'est que j'ai envie de te partager les contes, les légendes qui tournent autour d'Halloween, et du coup c'était l'occasion pour moi de te présenter ce jeu qu'on voit pas tant que ça, j'ai l'impression. Et puis voilà, n'hésite pas à passer sur la vidéo quand c'est des thèmes qui sont un peu trop lourds à entendre, à écouter pour toi. Et mais sinon, je vais quand même rester dans le traditionnel. Le but, c'est d'aller chercher les rêves pop culture qu'il y a dans ce jeu et les contes, les légendes qui y sont associées. J'ai essayé pour chaque carte de te donner un film ou une série à visionner sur le thème justement du conte ou de la légende. Sauf que j'ai pas réussi à le faire avec tout, donc désolée, tu m'en excuseras, mais parfois il y a des rêves japonaises, coréennes, chinoises, etc. J'imagine qu'il y a des films ou des séries sur ces légendes-là.
mais qui n'ont pas dû traverser, le monde pour arriver jusqu'en Europe puisque ou jusqu'aux États-Unis parce que, je ne connais pas forcément des œuvres sur ce thème-là. Donc j'ai mes petites notes, j'ai bien bossé, j'ai acheté, le guidebook qui va avec ce jeu aussi, même si, bon j'ai pas repris ce qu'il y avait dans le guidebook parce que, ben, droit d'auteur et cetera. Donc je me suis aidée d'un livre que je te mettrai, dans la barre de description, un livre sur les contes, les légendes et cetera des monstres et des créatures surnaturelles qui est top, donc je te le conseille si jamais toi tu aimes cette thématique-là et que tu as envie de l'explorer. Donc j'ai mes petites notes comme ça je vais pas perdre, le fil parce que j'ai bien bossé, j'ai fait ça, sur les 2 derniers jours là et je vais essayer, bah, que ce soit naturel mais j'ai pris mes petites notes parce que, bah, forcément je n'ai pas retenu toutes les cartes, notamment, les petits monstres là qui viennent d'Asie et cetera. Je les connais pas tous correctement et ils ont des noms parfois imprononçables pour, moi petite française, donc désolée si j'écorche les noms des entités et des esprits que je vais nommer. Allez, c'est parti, trêve de blabla. Donc, première carte, ici, on est sur le clown. Donc, désolée pour les... Alors, je ne sais plus le terme pour la phobie des clowns. Je vais dire clownophobe, mais je sais que c'est pas ce terme-là parce que j'arrive pas à le retenir. Donc, le fou, ici, qui est représenté par un clown. Donc les clowns, de base, ils trouvent leur origine dans les cirques, hein, on le sait tous, et ils rencontrent notamment du succès auprès des enfants. Sauf qu'avec leur maquillage comme ça, un petit peu grotesque, aux traits exagérés, on arrive rapidement à la peur et au mal-être, je trouve, des gens. Moi, c'est mon cas parce que, alors j'ai pas la phobie des clowns, mais pendant très longtemps, les clowns m'ont mis très très mal à l'aise et je comprends pourquoi. Donc la thématique des clowns qui passent du rire à la peur s'est manifestée à travers, plusieurs, éléments pour moi que je vais te citer. Hem, Déjà, il y avait les clowns dans les cirques qui faisaient rire, mais qui rapidement, hem, ont nourri en fait une idée du clown un peu dépressif, mélancolique, qui cache sa tristesse et sa douleur derrière le maquillage. Donc déjà, il y a de ça. On découvre en fait que le rire peut cacher une certaine, douleur ou une certaine, mélancolie. Ensuite, dans les années 70, il y a aussi le tueur en série, John Wayne Gacy. Si tu, t'intéresses au true crime, tu connais certainement ce nom, qui, se déguisait en clown pour animer des anniversaires. Donc en fait, il se servait de cette innocence, du clown, pour attirer les enfants. Mais bon, je pense pas qu'il tuait des enfants, je ne sais plus, mais il se déguisait en clown, donc c'est là que commencent à apparaître aussi ses premières idées d'un clown tueur, en fait. Et ensuite, en 86, bah, Stephen King, publie, It, qu'on connaît en France sous le nom de Ça, avec, Pennywise, qui est un clown, qui absorbe, les âmes, qui aspire les âmes. Hem, donc du coup, le cinéma, à son tour, hein, la pop culture commence à utiliser les clowns pour, l'horreur et donc on a encore cette idée-là que ce qui peut faire rire peut également être dangereux et donc à travers le masque des clowns, on a du mal à lire les émotions de la vraie personne qu'il y a sous le masque. Le faux rire, le fait de créer du rire et de tout exagérer comme ça peut créer aussi de l'inconfort et de l'ambiguïté. Et bah, il y a aussi du coup la corruption à travers ces tueurs en série là, parce qu'il n'y a pas eu que John Wayne Gacy, hein, qui a utilisé ce masque et cette identité du clown pour attirer, les autres et utiliser l'esprit un petit peu de fête comme ça pour atteindre certaines personnes. Donc je trouve, que le fou comme ça
côté négatif, hein, puisqu'on va partir du postulat que ce jeu explore les côtés négatifs des arcanes, je trouve qu'il est très bien choisi. Donc, œuvre à regarder, bien évidemment, tu l'as compris, ça, avec Pennywise, qui est un film d'horreur très très bien fait, je trouve. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de me mettre en hors ligne. Hop, je vais le faire tout de suite pour éviter d'être interrompue. Le magicien, on explore la thématique de Dr Jekyll et Mr Hyde. Là aussi, je trouve que c'est un bon choix de pour cette arcane. Donc ce héros, je sais pas, puisque Dr Jekyll et Mr Hyde, tu le sais que c'est une personne qui a 2 personnalités, on va dire, dans le roman, qui est de Robert Louis Stevenson et qui apparaît quand même dans les années 1885-86. Donc c'est un scientifique, hein, le docteur Jekyll, un médecin scientifique qui crée une potion, hein, qu'on voit ici, qui le transforme en son alter ego qui est Mr Hyde, qui est un monstre. Donc l'histoire, en fait, elle sert surtout d'avertissement ici sur les dangers d'une ambition qui pourrait être un peu trop démesurée et la conséquence de céder à ses instincts les plus bas. Donc j'aurais pu te conseiller le film Dr Jekyll et Mr Hyde, mais je trouve aussi qu'un film qui est super intéressant sur le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, c'est Split. Donc Split, c'est un film qui raconte l'histoire de Kevin qui souffre d'un TDI et qui possède 24 personnalités, et dont la personnalité de Denis, qui enlève et séquestre des jeunes filles. Je vais essayer de pas passer trop de temps sur les cartes, sinon ça va durer très très longtemps. Ensuite, on a la grande prêtresse avec le fantôme de la nonne ici. J'adore parce qu'on reste très thématique religion avec la grande prêtresse. Donc l'histoire de la nonne hantée ou la nonne démoniaque, elle ne vient pas d'un seul conte, mais d'un archétype issu du folklore chrétien européen. Ça, c'est super intéressant. Donc il y a des racines médiévales qui datent du Moyen-Âge, dans une période durant laquelle on raconte des histoires religieuses un peu déchues, où les nonnes, en fait, seraient punies pour avoir rompu leurs vœux, ou s'être livrées, par exemple, à des pratiques interdites. Donc ces légendes, elles ont circulé à travers les couvents, les villages, comme des avertissements contre le péché et la désobéissance spirituelle. Et les couvents hantés viennent, eux, de plusieurs pays d'Europe, notamment en Angleterre, en France et en Espagne. Les récits parlent en fait de monastères un petit peu maudits, de visions, de cris dans la nuit, voilà, qui nourrissent petit à petit des croyances locales. Et puis après, ben, le cinéma américain, là aussi, vient s'en mêler avec le mythe qui est revisité dans Conjuring 2. Donc ça, c'est un film que tu peux regarder si jamais tu as envie d'explorer cette thématique-là. Et aussi le film La Nonne, donc qui ont donné une identité visuelle assez forte au démon Valak, présenté sous la forme d'une nonne. Donc voilà. Encore une fois, on remarque que ces mythes, ces légendes, on les connaît, nous, notamment du cinéma américain, hein, qui a voulu explorer ces thématiques-là. La grande prêtresse qui raconte, qui nous présente Anne Boleyn. Anne Boleyn qui était la seconde épouse du roi Henri VIII, qui incarnait la beauté, l'ambition, mais aussi la tragédie, puisqu'elle a été accusée à tort d'adultère et de trahison.
Et donc elle a été condamnée à mort en 1536, malgré, ses protestations d'innocence. Et en fait, elle a surtout marqué, les esprits par, le fait que le jour de son exécution, hem, elle est montée sur l'échafaud et elle a prononcé des mots de pardon pour le roi. Elle ne l'a pas blâmé, elle a surtout dit que c'était un homme bon et cetera. Et depuis, il paraîtrait que son esprit, son spectre hanterait, la tour de Londres, marchant sans tête dans les couloirs, qui est le symbole d'une reine déchue dont le pouvoir et la grâce défient encore le temps. Et donc il y a un biopic qui a été fait sur Anne Boleyn, que je n'ai pas vu mais que du coup j'ai envie de regarder. J'espère qu'il est bien fait puisque je te le conseille, je te conseille de le regarder, mais je ne l'ai pas vu. L'empereur, on a le comte de Dracula. Ouais, là aussi j'adore le choix. Dracula, donc un roman, un conte qui a été créé par Bram Stoker en 1897 et qui est le vampire par excellence. Donc Dracula, c'est un noble immortel, séduisant et monstrueux qui est condamné, comme tous les vampires, à se nourrir de sang pour survivre. Il a été inspiré du prince Vlad l'Empaleur, qui était connu pour sa cruauté et pour empaler ses victimes, d'où le fait du pieu, j'imagine. Il incarne la fusion en fait entre le pouvoir, le désir, la damnation aussi. Et dans le roman, il va quitter la Transylvanie, d'où il est issu, pour répandre sa malédiction à travers l'Angleterre. Avant d'être traqué par Van Helsing, qu'on connaît bien aussi, là aussi, grâce au cinéma hollywoodien. Heu, donc il est le symbole d'un prédateur, mais plutôt élégant, dont la soif, prend le contrôle, et il est l'un des archétypes les plus puissants dans le thème de l'horreur, je trouve, heu, puisque bon nombre de films et de séries ont sur le thème des vampires ont fait leur apparition depuis ce conte. Donc dans les œuvres à regarder, il y en a beaucoup. Alors si tu as des enfants, je te conseille de regarder Hôtel Transylvanie. C'est, un moyen assez drôle de découvrir Dracula, je trouve. Mais il y a aussi Nosferatu qui, là, est un film d'horreur, sur Nosferatu, le vampire, originel. Mais il y a aussi des séries un peu plus soft si tu as envie de regarder des petits trucs un peu plus, à l'eau de rose, on va dire, comme, Vampire Diaries, Twilight, The Originals, qui est une série dérivée de Vampire Diaries, donc où tu retrouveras, de ce fait, pas notamment que l'archétype des vampires, mais aussi des loups-garous et cetera. Le hiérophante, le pape, on a, Plague Doctor, c'est, le docteur de la peste. Pourquoi? Parce qu'il est vêtu et il porte le masque, des médecins, qui, qui portaient, cet, accoutrement, j'ai envie de dire, mais quand, au XVIIe siècle, il y avait la peste bubonique qui, ravageait, l'Europe. Donc ils étaient chargés, ces médecins, de soigner les malades, de consigner les décès, et ils portaient cette tenue qui fait un peu peur, hein, avec un long bec, d'oiseau comme ça, et un chapeau. Donc le bec, il était là, notamment pour, répandre en fait des herbes aromatiques qui étaient censées purifier, l'air, mais aussi masquer l'odeur, puisque à l'époque, on pensait que la maladie se transmettait par, les mauvaises odeurs, sauf qu'en fait, ça ne protégeait pas du tout les médecins et que beaucoup d'entre eux sont morts également, de cette infection. Donc à regarder, j'ai pas forcément trouvé de séries ou de films liés à cette thématique, mais il y a la saison 2 de The Haunting, qui s'appelle donc The Haunting of Bly Manor, dans lequel on voit à plusieurs reprises ce médecin, de la peste. Ça m'a fait penser à cette série que j'adore d'ailleurs.
Ensuite, les amoureux, on a la poupée maudite. Donc ici, c'est un mélange de plusieurs croyances, hein, populaires telles que le vaudou et cetera, et on reconnaît bien ici, Chucky et sa fiancée. Donc l'histoire de Chucky, j'ai jamais été trop fan de ce film d'horreur-là, mais c'est un tueur en série, en fait, qui est enfermé, dans la poupée, et donc la poupée, va se mettre à tuer à son tour. Ensuite, on a le chariot avec Dullahan et Kolst Bodar. Une légende que je ne connaissais pas réellement, qui me fait penser au cavalier sans tête. Le Dullahan, lui, il vient du folklore irlandais. Donc c'est un cavalier sans tête qui traverse les routes sur un cheval noir qui porte sa tête sous le bras. Sa venue, elle annonce presque toujours la mort imminente de quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Il utilisait notamment un fouet, en forme de colonne vertébrale humaine pour guider son cheval et terrifier, ceux qui le croisent, et le Kolst Bodar, lui, il est beaucoup plus discret, puisque c'est un fantôme, irlandais aussi, lié à des lieux sacrés ou anciens, et son nom signifie le fantôme silencieux ou le gardien muet, et en fait, Dullahan, il était souvent accompagné, justement, on suppose, de Kolst Bodar. La carte de la oui, pardon, dans les œuvres, je te conseille Sleepy Hollow, même si c'est pas, réellement cette légende-là, mais ça m'a fait penser à Sleepy Hollow. La carte de la force avec Annabelle, donc là aussi, Annabelle qui est, une poupée qui fait office de réceptacle d'un esprit, tourmenté. Donc je te conseille, bah, de regarder Annabelle, qui fait partie des films de Conjuring et cetera, dans le même style, heu, qui est, assez glauque à regarder. Oh, la carte de l'ermite avec Jack-o'-lanterne. Alors ça, c'est super, intéressant comme légende, puisqu'en fait, Jack-o'-lanterne, c'est l'histoire de Stingy Jack, qui est un personnage issu du folklore irlandais. Donc, c'était un homme rusé, mais un peu malhonnête, qui a réussi en fait à tromper le diable à plusieurs reprises. Il y a une version d'ailleurs qui raconte qu'il a réussi à enfermer le diable dans un arbre, le forçant à promettre de ne jamais prendre son âme. Du coup, quand Jack est mort, il a été condamné à errer entre le ciel et l'enfer, puisqu'il a été rejeté par les deux. Et le diable, en colère, lui a donné un charbon ardent à mettre dans un navet creusé pour éclairer son chemin dans les ténèbres éternelles. C'est comme ça qu'est née la légende de Jack-o'-lanterne, et qu'est née la première Jack-o'-lanterne, on va dire, qui consiste à inclure une bougie ou une lumière à l'intérieur, donc non pas d'un navet, mais du coup d'une citrouille. Donc c'est comme ça qu'est né ce symbole-là, donc ça lui va trop bien d'être l'ermite. La roue de fortune qui est représentée ici par des fantômes, et du coup, c'est intéressant d'aller voir pourquoi les fantômes sont représentés par un drap blanc. Donc oui, j'ai oublié de te dire que pour l'œuvre, j'ai oublié, je suis désolée, j'ai tendance à oublier. Moi, ça m'a fait penser beaucoup à L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors je sais que L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça parle plus de Noël, mais Noël sous une thématique un peu halloweenesque, je trouve, surtout parce que c'est fait par Tim Burton aussi. Je pense pas que ce soit l'histoire de Stingy Jack, mais je pense que L'étrange Noël de Monsieur Jack s'est inspiré et a réinterprété en fait l'histoire de Stingy Jack, puisque dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, on garde un peu cet esprit malin et un peu sombre du personnage, même si c'est différent
de la véritable histoire de Stingy Jack. Donc désolée, ça c'était la petite aparté. Donc les fantômes drapés, pourquoi? Parce que à une époque, les morts, ils étaient enveloppés dans un linceul blanc avant d'être enterrés. Donc je pense que c'est de là que ça vient. Donc quand quelqu'un disait avoir vu un esprit, naturellement, on se représentait un corps vêtu d'un drap blanc. Ensuite, au théâtre, pareil, aux prémices du théâtre, on utilisait des draps blancs sur scène pour faire figurer les fantômes parce que c'était simple à faire, visible du public, etc., grâce aux lumières. Et puis après, quand le cinéma d'horreur est arrivé, c'était tellement ancré dans l'inconscient collectif que c'est devenu une icône de représenter un fantôme plutôt blanchâtre, etc. Euh, et puis, le drap blanc, c'est aussi la trace visuelle du passage entre la vie et la mort. C'est le dernier vêtement de l'humain, on va dire, avant de devenir une âme. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Pour la justice, on est sur la légende de Yan Luo Wang. Et comme d'habitude, j'ai oublié de te conseiller. L'œuvre à regarder, je t'ai mis la série sur Netflix qui est sortie récemment, Antise. C'est un documentaire en fait sur des esprits, des âmes qui sont encore, qui se manifestent encore dans le monde que l'on connaît. Et donc j'ai trouvé cette série géniale, j'ai adoré, j'ai été prise dans l'angoisse et dans la fascination du début à la fin. J'ai adoré. Donc Yan Liu Wang, excuse-moi, qui est représenté par la carte de la justice. Donc c'est le roi des enfers dans la mythologie chinoise. Il juge les âmes des morts en décidant de leur sort et en fonction de leurs actions passées. Donc on a vraiment cette notion de karma ici, de justice. Donc j'ai bien aimé le choix quand j'ai lu son histoire. Je ne connais pas d'œuvre dans laquelle il pourrait figurer en tant que tel, hein, puisque on a des représentations similaires, on va dire, dans d'autres cultures. Ensuite, on a la carte du pendu avec la momie. Eh bien oui, la momie qui vient de l'Égypte ancienne où les corps étaient embaumés comme ça pour préparer le passage dans l'au-delà. Et dans la culture populaire, pardon, elle devient un symbole plutôt de malédiction et d'emprisonnement dans le temps, notamment parce qu'il y a eu des films comme La Momie, hein, qu'on connaît. Moi, ça, c'est un film que j'ai adoré durant mon début d'adolescence. J'ai adoré ces films. Bon, même si le dernier, là, avec Tom Cruise, j'ai pas trop accroché. Mais je pense qu'il y a eu aussi cette fascination de l'Égypte à un moment donné, qui a perdu un peu de sa mode, de sa popularité, je trouve. Mais pendant longtemps, l'Égypte a été à la mode, je trouve, en Europe. Ensuite, ici, la mort qui est nommée Grim Reaper, c'est tout simplement la faucheuse qui est représentée dans beaucoup d'œuvres aussi pop culture. Donc la mort a divers noms, diverses formes, mais ici, elle est représentée en tant que faucheuse. Donc j'aime bien la voir comme ça. Et ça nous rappelle aussi la mort du tarot Rider-Waite-Smith classique, qui est là avec sa faux. Donc j'ai bien aimé. Donc une œuvre pop culture que je te conseille de regarder, c'est Rencontre avec Joe Black, où la mort prend incarnation sur Terre. Je vais pas spoiler, mais si t'as pas regardé ce film, il est très intéressant. Pour la tempérance, on est sur une légende que je ne connaissais pas, à travers Kappa. Le kappa, en fait, c'est une créature aquatique qui est issue du folklore japonais. C'est une créature espiègle, parfois malveillante et qui vit dans les rivières. On le voit à ses pattes palmées ici. Et c'est on dirait un mix entre un canard,
Ouais, on dirait un mélange de canard et d'homme. Donc il vit dans les rivières et il peut être dangereux si, on ne respecte pas la politesse et les règles. Donc ce qui vient ici symboliser un petit peu un équilibre entre la malice et la vertu et je pense je me souviens plus exactement, mais il y a une histoire il déverse l'eau de son crâne comme ça, enfin je sais pas, c'est très étrange. J'ai pas tout retenu, mais très intéressant dans la tempérance. Ensuite, on a la carte du diable avec forcément, j'ai pas trouvé d'œuvre pop culture pour ça. Donc le diable qui est représenté par le succubus. Donc le succube en français, il vient de l'imaginaire médiéval européen. Donc c'est un démon féminin qui séduit les hommes pour absorber leur énergie vitale ou leur âme. Je te conseille de regarder la série Lucifer, où on a une très bonne incarnation du diable, au masculin certes, mais j'ai adoré cette série. Et en fait, quand j'ai lu la description comme ça du succube, ça m'a aussi fait penser aux sirènes qui comme ça séduisent et attirent pour absorber les âmes. J'aurais bien aimé avoir une sirène dans Starro, mais il y en a pas. Pour la carte de la tour, bah ici on a le célèbre archétype de la sorcière, qui est devenu une figure universelle, hein, souvent associée à la magie, à la transgression, à la punition aussi à travers les, les sorcières de Salem, etc. Euh, donc, je te conseille la série American Horror Story, notamment sur la saison, alors je ne sais plus si c'est non, c'est la 3. Il me semble que c'est la saison 3 qui s'appelle Coven, dans laquelle, enfin, qui se passe, je crois, en Nouvelle-Orléans, si je dis pas de bêtises, là où il y a beaucoup de sorcellerie, etc., d'histoires de sorcières. Ensuite, je tourne ma petite page. On a la carte de l'étoile avec l'esprit vengeur. Donc ici, hein, le créateur, il n'a pas renommé chaque carte, évidemment, sinon je pense qu'il y a des soucis de droit d'auteur. Mais on reconnaît bien Samara, avec la télé cassée ici, qui est représentée dans Le Cercle, The Ring, qui a été un de mes premiers films d'horreur qui m'a à la fois fascinée et terrorisée. Donc l'esprit vengeur, c'est un esprit, hein, un archétype qui est souvent présent dans les folklores notamment japonais et européens à travers les revenants. Il incarne souvent une âme tourmentée qui revient pour punir les vivants. Voilà. Et donc je te conseille de regarder soit Le Cercle, mais il y a aussi The Grudge qui est pas mal. Mais ici, on voit bien avec la notion de cassette et de télé qu'il a voulu représenter Samara, la petite fille qui a été enfermée dans un puits par sa mère et qui revient pour se venger. Tu sais, si tu visionnes la cassette, t'es censé mourir 7 jours plus tard. Très très j'allais dire très très bonne ambiance. Alors, je vais changer de position parce que j'ai mon pied là qui est endormi. Ah, je suis assise en tailleur et ça me va vraiment pas de m'asseoir comme ça. Parce que j'ai mon pied qui est tout ankylosé. Bref, tu t'en fiches, mais voilà. Ensuite, on a la lune avec le loup-garou qui est devenu là aussi une créature mythique, notamment en Europe à travers le folklore médiéval où le principe c'est que l'homme se transforme en loup lors de la pleine lune. Donc, symbole là aussi des instincts sauvages et d'une malédiction, puisque les loups-garous, contrairement aux vampires, j'allais dire contrairement aux vampires. Non, pour le vampire aussi, je pense que c'est une malédiction, mais c'est davantage ressenti dans le loup-garou parce que la transformation est notamment aussi symbole de souffrance souvent. Et ils peuvent également
manger ou tuer des gens qui leur sont chers parce qu'ils ne contrôlent plus leurs actes. Donc un film à te conseiller, Underworld, même si le thème principal de Underworld c'est les vampires, mais en réalité c'est la guerre entre les vampires, les loups-garous et les lycans qui sont un mix des deux. Et c'est un des films dans lequel j'ai adoré la représentation des loups-garous. J'ai vraiment aimé la façon dont ils les ont illustrés, etc. La carte du soleil avec le Kumantong, je ne sais pas comment ça se prononce, une légende que je connaissais pas du tout et qui est, on pourrait voir comme ça beaucoup de joie dans cette carte, mais en fait la légende est assez sordide puisque le Kumantong c'est un esprit thaïlandais qui est en fait soit un fœtus, soit un enfant décédé et qui a été transformé en talisman protecteur ou maléfique selon son usage. Donc il va incarner la protection, la chance, mais il y a aussi un côté sombre, notamment s'il est maltraité. Donc c'est assez triste comme carte du soleil, je trouve. Ensuite, on a la carte du jugement avec le nécromancien. Si tu es fan de jeux vidéo, etc., tu as probablement croisé des nécromanciens dans tes heures de jeu, puisqu'il est présent dans le folklore européen et l'univers fantasy. Il a le pouvoir de communiquer avec les morts, mais aussi de manipuler leur énergie. Donc il va incarner le jugement final, ce qui fait de lui un très bon archétype pour la carte du jugement. Il fait très bien en fait le lien entre la vie et la mort et j'adore comment il a été représenté. Franchement, les images, elles sont vraiment sublimes. Le monde, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé de vraie représentation des nécromanciens. Peut-être dans The Witcher, mais je sais plus si c'est la série ou dans le jeu. Je ne sais plus. Mais sinon, dans les jeux vidéo, il y a beaucoup ou les jeux de société aussi, ça arrive qu'il y ait des nécromanciens. Ensuite, la carte du monde, j'adore. J'adore que ce soit représenté par un alien parce que moi, dans le Otakutaro, j'ai mis E.T. Donc, je savais pas qu'ils avaient mis un alien jusqu'à ce que je découvre le jeu. Et donc, ça vient ici refléter l'esprit de on n'est pas tout seul, on a notre monde à nous, mais le monde peut s'élargir à au-delà des frontières que l'on connaît. Donc j'aime bien cette représentation. Et donc l'alien, hein, il est devenu un archétype de la science-fiction moderne. Souvent représenté ainsi d'ailleurs. Donc la créature extraterrestre, elle est souvent liée à l'inconnu, à l'invasion aussi, puisqu'on représente souvent les aliens en tant que méchants qui viennent envahir la Terre, et par la peur aussi, la peur de l'inconnu, hein. Donc elle va représenter la fin d'un cycle et la transformation. Donc des exemples bien connus, E.T. l'extraterrestre, si tu veux quelque chose de soft. Sinon, il y a Alien, où là, ils sont beaucoup moins sympas. On passe maintenant aux arcanes mineurs et on commence tout de suite avec la suite des bâtons. L'as de bâton qui est représenté ici par un balai et c'est le Wizard. Donc forcément ici, on reconnaît Harry Potter, qui n'est pas nommé, mais on reconnaît le château de Poudlard, le balai d'Harry. Et j'adore cette représentation. Il y a souvent d'ailleurs dans les tarots qui sortent un petit peu de l'ordinaire des représentations de baguettes magiques, etc. dans l'as de bâton. Il y a cette idée d'énergie, d'étincelle aussi. Donc je trouve que c'est un très bon choix. En plus, j'avais même pas vu, mais ici on voit la voiture de Arthur Weasley dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'adore. Le 2 de bâton qui est représenté par The Hell Priest, le prêtre des enfers, qui n'est en fait que Pinhead
Pinhead, qui est le chef des Cénobites. Donc c'est un démon explorateur des limites et de l'expérience humaine. Il cherche à infliger de la souffrance extrême et à découvrir les plaisirs et les douleurs. Donc c'est le chef des Cénobites en fait dans Hellraiser. Donc présent dans le cinéma, mais aussi dans les jeux vidéo, notamment dans Dead by Daylight, qui est un jeu vidéo dans lequel en fait on doit incarner un tueur célèbre, puisque souvent ce sont des tueurs tels que Hellraiser, Chucky, etc. Ou un survivant, tu peux jouer les deux. Donc forcément, là je te conseille de regarder le film Hellraiser. Le 3 de bâton, où j'ai découvert l'histoire de Ohaguro Betari. Donc c'est un fantôme féminin japonais qui est souvent comme ça représenté par une bouche noire et des dents colorées. Elle hante et elle effraie. Donc c'est un mélange de tradition folklorique japonaise et de yurei. Elle fait peur, hein, comme ça, le fait de la voir sans visage. J'ai joué à un jeu vidéo aussi où je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle ce jeu vidéo, mais j'ai joué à un jeu vidéo dans laquelle c'est une des boss finales. Donc quand j'ai lu sa légende et que j'ai vu sa représentation, je me suis dit ah mais c'est elle en fait que j'avais dans le jeu vidéo et qui faisait trop flipper. Ça fait des années hein, que je joue plus trop aux jeux vidéo. Ça fait depuis le Covid, je crois que j'y joue plus trop. Le 4 de bâton, représenté par le fantôme du danseur thaïlandais. Alors, c'est inspiré du folklore thaïlandais du coup, et c'est un fantôme qui est souvent lié à un esprit d'un danseur décédé dans un temple ou un palais et qui continue de danser pour soit hanter, soit protéger un lieu sacré. Ils ont perdu leurs yeux là, comme ça, boum. La danse des squelettes. Donc les fantômes squelettiques hein, comme ça ou les revenants, ils sont aussi présents dans de nombreux folklores. Hein. Ils symbolisent souvent la mort, la guerre, la malédiction. Et en fait, de les voir comme ça m'a fait penser aux marcheurs blancs de Game of Thrones, les morts qui avancent comme ça vers la conquête, puisque là ils se battent, on imagine, pour savoir qui a raison, qui va gagner. Donc Game of Thrones, si tu ne l'as pas vu, évidemment, à regarder. Le 6 de bâton représenté par Fitakon. Fitakon, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un fantôme du nord-est de la Thaïlande qui est célèbre pour ses masques colorés et son festival. Il représente la joie, mais aussi la peur et le lien avec les esprits ancestraux. La peur, j'imagine que c'est pour ça qu'il a mis une petite araignée ici. Le Psycho-Killer, qui est représenté ici par Ghostface, alias Scream. Donc c'est l'archétype moderne ici du psychopathe, du tueur psychopathe, qui est inspiré des slasher movies américains tels que Scream. Donc c'est ici l'incarnation de la peur irrationnelle, du danger imminent. Donc je te conseille de regarder Scream. Les films datent un peu, mais il y a une série. Ou alors You. You représente très bien le tueur psychopathe. La chose représentée dans le 8 de bâton, la chose qu'on a redécouvert dans la série Mercredi, Wednesday, de la famille Adams. J'adore la chose. Moi, ça me fait trop rire. Ça m'a toujours interpellée à quel point on peut être fasciné par
quelque chose en fait qui ne parle pas et qui n'a pas de visage, tu vois? C'est drôle à quel point j'ai pu être fascinée par ce personnage qui n'est qu'une main et qui arrive quand même à être expressif, à travers, les doigts. Après j'ai toujours une fascination moi pour les mains aussi. Donc voilà la chose et j'ai bien aimé d'ailleurs dans la dernière spoiler si tu pas vu la dernière saison de Mercredi Adams, avance un petit peu dans la vidéo. J'ai adoré découvrir l'histoire de la chose, d'où il était issu et cetera. J'ai bien aimé, je m'y attendais pas du tout en fait, donc c'était chouette. Ensuite, le 9 de bâton qui est représenté par Scarecrow. Scarecrow, c'est l'épouvantail de Batman, notamment qu'on voit dans Batman Begins, qui date un petit peu maintenant, mais c'est l'histoire en fait de Jonathan Crane, qui est professeur d'université, spécialisé dans les phobies. Donc en réalité, en fait, il est l'un des tueurs et des malfaiteurs de Gotham City, qui s'appelle l'Épouvantail, alias Scarecrow, et qui adopte une apparence d'épouvantail. Il utilise notamment la peur de ses victimes afin d'acquérir richesse et pouvoir. Le 10 de bâton avec le monstre de Frankenstein, là aussi un mythe qui est ancré pour l'éternité, hein, puisque Frankenstein date des années 1800 et quelques. Donc c'est un homme qui est assemblé à partir de morceaux de cadavres. Donc il incarne la peur de la science aussi, la peur de ce qu'on peut découvrir à travers la science peut-être, et également le rejet social. Et donc il a été repris dans beaucoup d'œuvres pop culture, comme Penny Dreadful, comme Van Helsing le film. Il y a même eu un épisode de Buffy contre les vampires sur Frankenstein aussi. Donc voilà, il a été repris et il est également dans Hôtel Transylvanie. Si tu veux faire découvrir un petit peu les contes d'Halloween à ton enfant, euh, eh ben c'est un très bon dessin animé, je trouve, pour faire découvrir l'horreur sans que ça fasse peur, en fait. Ensuite, le 10 de bâton avec le valet de bâton, pardon, avec le domovoy. Le domovoy qui est une créature russe et slave. Donc en fait, c'est un esprit domestique du folklore russe qui est protecteur de la maison, souvent invisible, parfois espiègle ou colérique si on le néglige. Le domovoy, j'adore. Ensuite, le cavalier de bâton avec Nuck-Levi, pardon, Nuck-Levi. Lévi, j'imagine que ça veut dire lave. Donc c'est une créature issue du folklore écossais, mi-cheval et mi-démon humain, qui est symbole de destruction, de peste et de malédiction. Il fait peur, hein, ce cavalier de bâton là. Ensuite, on a la reine de bâton avec Grilla and Yule-Cat. Et alors là aussi, je connaissais pas du tout. Grilla, je ne sais pas. C'est une sorcière islandaise qui kidnappe les mauvais enfants à Noël. Horrible. Et Yule-Cat, c'est un chat géant islandais qui dévore ceux qui n'ont pas reçu de vêtements neufs pour Noël. Mais c'est quoi de ces contes? Donc là aussi, désolée, hein, j'ai pas j'ai pas de film ou de série à te donner pour ce genre de conte. Le roi de bâton à travers Jack l'Éventreur. Alors là aussi, un tueur qui a terrifié l'Angleterre, notamment Londres. Donc c'est un tueur en série, hein, Jack l'Éventreur, londonien qui a sévi au 19e siècle, qui a ravagé un petit peu la population par la peur urbaine et le mystère criminel, puisqu'il
jamais été retrouvé, je crois. Et donc il y a une série qui s'appelle From Hell, qui date un petit peu, dans laquelle l'histoire de Jack l'Éventreur est racontée, avec un acteur connu. Je me souviens plus, mais je me souviens que c'est un acteur connu. Ensuite, on passe à la série des coupes, donc l'as de coupe avec le chaudron de sorcière. Ici, là aussi, c'est un symbole classique des sorcières et de la magie dans le folklore européen, puisque le chaudron, c'est un objet qui sert à faire des potions, un objet de pouvoir, de transformation, etc. Utilisé pour les potions, les rituels. Ça m'a fait penser à la série Charmed, puisqu'on les voit parfois quand elles font des potions, elles mettent tout dans un petit chaudron comme ça, à Harry Potter bien évidemment, à travers les cours de potions. Mais voilà. Le 2 de coupe, pardon, à travers le Casa Obak. Alors là, je connaissais pas non plus, c'est des créatures du folklore japonais, donc en fait c'est des parapluies. J'ai eu du mal à reconnaître au début, mais c'est des parapluies qui prennent vie lorsqu'ils ont été négligés pendant de nombreuses années. Donc c'est souvent des esprits espiègles, joueurs et un peu effrayants. Le 3 de coupe à travers le Jiangxi. Jiangxi, j'espère que je le prononce bien. C'est des vampires ou des revenants chinois dont le corps est raide et en fait pour se déplacer ils sautent comme ça. Enfin comme ça, je mime le saut mais tu me vois pas. Donc en fait ils sautent pour se déplacer parce que leur corps est raide et ils absorbent en fait l'âme des vivants. Ils sont présents, d'après ce que j'ai lu, dans les folklores, les films d'horreur asiatiques. Je te mettrai la ressource aussi du livre dont je t'ai parlé en début de vidéo. Le 4 de coupe avec le Vétal. Donc le Vétal, c'est un esprit ou revenant indien. Indien d'Inde. Qui est souvent représenté comme étant accroché aux arbres et comme protégeant un trésor ou punissant les humains. Désolée, je commence à perdre ma voix. Donc il est issu du folklore hindou et présent dans les histoires de fantômes. Le 5 de coupe, alors là, je suis trop contente d'avoir eu ce mythe de la Dame Blanche. Donc ils l'ont appelée la Weeping Bride, la mariée hantée, quelque chose comme ça. Mais on reconnaît bien ici la Dame Blanche, le mythe de la Dame Blanche, qui est un fantôme d'une jeune mariée morte tragiquement, présent dans de nombreuses œuvres pop culture. Elle est symbole de perte et de chagrin éternel, donc le 5 de coupe lui va très bien. Et elle est notamment présente dans le premier épisode de Supernatural, par exemple. Le 6 de coupe, là aussi je connaissais pas trop ce mythe de la planchada. La planchada qui est un conte mexicain. En fait, c'est le fantôme mexicain d'une infirmière décédée, réputée pour soigner les malades, même après sa mort. En fait, d'après ce que j'ai retenu, elle a été accusée d'avoir soit tué quelqu'un ou soit négligé les soins d'une personne qui est décédée. Et de ce fait, elle était tellement affectée par ces fausses accusations qu'elle elle a continué en fait, même après sa mort, d'être présente dans les hôpitaux et d'aider les malades, de soigner les malades ou de les accompagner dans une mort un petit peu plus douce. On l'a peut-être déjà vu dans des séries, je sais plus trop. Le 7 de coupe avec le Wendigo. Le Wendigo que je connaissais de nom parce qu'il apparaît dans un épisode de Charmed.
Ça, je m'en souviens bien. Je crois que c'était Piper qui s'était changé en Wendigo. Et donc, c'est un esprit cannibale issu du folklore amérindien qui symbolise la faim insatiable et la cupidité. Ensuite, avec le 8 de coupe, on retrouve le Rokurokubi. Alors là, Rokurokubi. Donc ça, je connais pas ce nom, mais c'est un yokai japonais en fait, dont le cou s'allonge parfois. Je sais plus si c'est une fois par mois ou si c'est quand elle veut. Bref, je ne sais plus. Elle est mi-humaine, mi-monstre, souvent espiègle ou malveillante. Le 9 de coupe avec le Leprechaun. J'adore ces petites créatures. Là aussi, je crois qu'il y avait des Leprechauns dans un épisode de Charmed, il me semble. Donc, c'est des petits êtres qui sont issus du folklore irlandais. Pour ça qu'ils sont vécus comme ça de verre avec le trèfle et tout ça. Ils sont farceurs et protecteurs, notamment de leurs trésors. Ils adorent les richesses. Il peut être malveillant si on décide de lui voler son or. Donc j'aime bien ici parce que on retrouve tous les symboles de l'Irlande, le verre, le trèfle, la bière. J'aime bien. Le 10 de coupe avec la famille Adams, qu'il a nommé comme la famille énigmatique. J'adore. Donc c'est une famille excentrique et assez macabre qui est issue des comics de Charles Adams et qui symbolise l'amour familial, même s'il peut être très étrange parfois. Donc bien évidemment, je te conseille la série Mercredi, ou alors les films de la famille Adams. Le valet de coupe à travers le Spectral Child Ghost, l'enfant spectral fantôme. Donc c'est le fantôme d'enfant qui est courant dans le folklore mondial, hein. Souvent inquiet, joueur ou perturbant, symbole d'innocence perdue. Ça m'a beaucoup fait penser au film Les Autres avec Nicole Kidman. Dans The Grudge aussi, je pense qu'il y a un enfant comme ça, un peu similaire, mais bon. Souvent des enfants qui ont été maltraités par les parents et qui cherchent à être compris, à être libérés aussi. Le cavalier de coupe avec le kelpie. Alors je te disais, on n'a pas de sirène, mais ici on a une sorte de cheval, mi-sirène, on sait pas trop. C'est un esprit aquatique écossais qui prend la forme comme ça d'un cheval et qui peut entraîner les humains sous l'eau pour les noyer. La reine de coupe à travers Maenak Frakanong. Waouh! Donc ça aussi, ça m'avait ouf quand j'ai lu son histoire. C'est le fantôme thaïlandais d'une femme morte en accouchant, qui hante son village et son mari. Voilà, symbole d'un amour tragique et possessif. En fait, d'après ce que j'ai retenu du guidebook, parce que là c'était dans le guidebook, son mari en fait était soldat, était militaire et elle est revenue en fait pour s'occuper de son enfant et il a découvert seulement après en fait qu'elle était morte. Il a pensé vivante parce qu'il la voyait, mais il a découvert seulement après qu'elle était décédée en fait quand il est revenu. Le roi de coupe avec Bannik. Bannik, c'est l'esprit du bain dans le folklore slave. Protecteur des bains publics et des habitants. Il peut parfois être dangereux si on lui manque de respect, parce que dans les pays slaves, il y a beaucoup de bains, les bains nordiques, etc. Donc il serait le fantôme protecteur des bains. Ça va trop bien en roi de coupe, hein, n'empêche. L'as d'épée avec Gashadokuro. Gashadokuro, c'est un géant squelette issu du folklore japonais, créé à partir des ossements des morts affamés et non enterrés. Rien que ça. Il va symboliser la faim, la vengeance et la terreur nocturne.
Ensuite, le 2 d'épée, on a Dalgyal Gwishin. C'est un fantôme coréen lié à la trahison, au meurtre ou à la malchance. Il est souvent représenté, ce fantôme, comme étant silencieux, mais terrifiant, flottant ou immobile. Donc silencieux et immobile, on a cette bonne représentation du 2 d'épée, du coup, je trouve. Et là aussi, on a un fantôme sans visage. Le 3 d'épée représenté par la poupée vaudou. Donc là aussi, la poupée, comme ça, c'est un objet emblématique des pratiques vaudou qui est utilisé pour infliger de la douleur ou contrôler quelqu'un. Donc ça représente bien, je trouve, la signification du 3 d'épée. Donc là aussi, dans American Horror Story Coven, on retrouve des rituels comme ça, un petit peu vaudou, des sortilèges, etc. Le 4 d'épée avec le sarcophage du pharaon égyptien. Donc les tombeaux comme ça des pharaons égyptiens, ils étaient souvent associés à des malédictions et des esprits protecteurs, symboles comme ça d'immobilité. Le 5 d'épée avec Nekomata. Alors Nekomata, c'est un chat issu du folklore japonais qui devient démon après avoir vieilli. Il a souvent, on le voit ici, une double queue et il est capable de manipuler ou de tuer. Le 6 d'épée avec Charon, alors ça c'est génial. Dans la mythologie grecque, c'est le ferryman des enfers, il transporte les âmes sur le Styx, donc c'est un symbole de transition et de mort. On le voit notamment dans Percy Jackson. Alors, le 7 d'épée avec le fantôme de l'opéra. Donc ici, c'est un fantôme inspiré du roman de Gaston Leroux, un Français. C'est un fantôme qui était obsédé et masqué, maître du théâtre et de la vengeance. Il était notamment obsédé par une femme, je crois. Le 8 de bâton, d'épée, pardon. Le 8 d'épée avec Jorugumo. Jorugumo. Compliqué ça à prononcer. C'est une yokai, un yokai japonais, une araignée géante qui prend forme de femme pour séduire et dévorer les humains. Ça m'a fait penser au film La Reine des damnés. Je sais pas si c'est issu de cette légende, mais ça m'a fait penser à La Reine des damnés, jouée par Alia, qui est décédée. Le 9 d'épée avec Alp. Alp, c'est un esprit germanique qui apparaît la nuit pour tourmenter les dormeurs. Il est souvent associé au cauchemar et à l'oppression nocturne, donc ça va très bien au 9 d'épée. Le 10 d'épée, on a Willow the Wisp. C'est en fait ça fait penser au feu follet comme ça. Donc c'est les lumières fantomatiques qui sont présentes dans les marais ou dans les fossés. C'est une légende européenne qui ils attireraient les voyageurs vers les dangers ou vers la mort. Ensuite, on a le valet d'épée représenté par The Nightmare Fiend. Donc ce n'est autre que Freddy Krueger. Hein. On le reconnaît ici à sa main, à son chapeau et à sa peau brûlée. Donc Freddy Krueger, c'est un tueur qui attaque les victimes en fait dans leurs rêves, ce qui le rend un petit peu virtuellement invincible tant que la personne dort. Voilà. Le valet d'épée représenté par un tueur qui entre dans l'esprit des gens. Pas mal du tout. Donc, je te conseille de regarder Freddy. Freddy, les griffes de la nuit. Le cavalier d'épée représenté par le cavalier sans tête. Donc c'est un fantôme légendaire du folklore irlandais et américain.
C'est un cavalier décapité qui est symbole de vengeance et de terreur nocturne. Donc tu peux regarder Sleepy Hollow, la légende de Sleepy Hollow. La reine d'épée représentée par Were Tiger. Were Tiger, c'est une métamorphe asiatique présente souvent en Inde et en Malaisie. Elle est capable de se transformer en tigre pour tuer ou protéger. Ça fait un peu penser à Catwoman, mais en version tigre. Le roi d'épée, pour clôturer cette série des épées, avec Mass Murderer, donc le meurtrier de masse. Et ici, on a plein de refs. On a, alors avec le masque comme ça, je sais pas si c'est Michael Myers, oui, peut-être Michael Myers, présent dans Halloween. Ici, avec la tronçonneuse et tout ça, on a un mélange de Ed Gein, de Massacre à la tronçonneuse, etc. Donc là, on a la représentation du mal absolu, hein, du tueur froid, méthodique, qui ne peut pas s'empêcher de tuer. Donc je te conseille de regarder tout ce genre de film si tu veux avoir le mass murderer. Il y a Halloween avec Michael Myers, il y a Ed Gein, la dernière saison de Monstres, il y a Jeffrey Dahmer, mais il y a aussi Zodiac, un film un petit peu moins connu mais dont l'affaire m'a fascinée pendant très longtemps. Et il y a aussi Mindhunter, si tu connais pas, c'est une série qui dans laquelle en fait on va avoir les premières notions de tueurs en série et des profilers. Et donc on termine avec la suite des deniers. Donc pour l'as de denier, on a le zombie. Là aussi, hein, le zombie, lui, il est bien ancré dans la pop culture. Il vient du folklore vaudou haïtien, où le zombie en fait est en quelque sorte réanimé par magie. Donc il représente la perte de contrôle et de l'autonomie, puisque les zombies en général ne savent pas penser. Leur cerveau est éteint et il y a juste la mobilité, on va dire, et l'envie de se nourrir qui existe. Les films de zombies, films et séries de zombies. World War Z comme film avec Brad Pitt, j'ai adoré. Les zombies sont super bien faits, etc. Après, bien sûr, il y a Je suis une légende aussi, mais là, on parle pas vraiment de zombies. C'est des créatures, mais on sait pas trop si c'est des zombies ou pas, parce qu'on a l'impression qu'ils ont la capacité de penser quand même. Et puis après, bien évidemment, il y a The Walking Dead, avec toutes les séries dérivées qu'il y a autour. Personnellement, j'ai adoré les premières saisons de Walking Dead, mais j'ai lâché. Après, c'était trop redondant pour moi. Depuis la mort du mec de Maggie, je sais plus comment il s'appelait. J'ai un trou de mémoire, tellement ça fait longtemps. Non, c'était pas Gwen. Je sais plus. Bref, depuis la mort du gars de Maggie, j'ai lâché l'affaire. Le 2 de denier avec le Flying Dutchman. Flying Dutchman, alias le Hollandais volant. Donc si comme moi, t'es fan de Pirates des Caraïbes, eh bien cette carte y fait référence, puisque le Hollandais volant, c'est un navire fantôme condamné à errer éternellement sur les mers. Donc il est symbole de malédiction et de destin inexorable. Donc c'est le Hollandais volant, on le voit à partir du deuxième volet, je crois, des Pirates des Caraïbes. Il me semble que c'est à partir du deuxième. C'est le navire sur lequel est prisonnier le père de Orlando Bloom, comment il s'appelle dans la saga? Will Turner. De Will Turner, son père c'est Bill le Bottier, il est prisonnier du navire et son fils lui aussi va en être condamné, va en être prisonnier. Donc évidemment,
Pirates des Caraïbes, si tu veux voir la légende du Hollandais volant avec son capitaine qui est super bien fait, l'homme pieuvre, l'homme poulpe, Davy Jones, voilà, je cherchais son nom. Ça date, hein. Je fais appel à ma mémoire. Le 3 de denier avec ici le kobold. Alors le kobold, c'est une créature du folklore allemand qui représente un esprit domestique ou minier qui peut être joueur ou malicieux. Donc ici, en fait, on reconnaît bien Dobby de la saga Harry Potter, mais pour des raisons de droit, ils l'ont appelé kobold, mais ça ressemble fortement aux elfes de maison. Donc voilà. Alors, le 4 de denier avec Biloko. Alors Biloko, c'est un esprit forestier du folklore congolais. Il est parfois cannibale et il a pour vocation à protéger comme ça ses trésors. Donc le 4 de denier lui va très bien. Il protège les trésors de la forêt. En fait, son histoire, c'est qu'il aurait été renié par ses ancêtres et donc condamné à vivre tout seul en forêt. Donc j'imagine qu'il s'est attaché au bien. Il agit en tant que protecteur des trésors de la forêt. Le 5 de denier, Preta Hunger Ghost. Donc c'est un mythe, une légende issue du bouddhisme et du folklore asiatique qui représente un esprit affamé condamné à une faim éternelle. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont représentés comme étant assez maigres. Donc ça va bien au 5 de denier qui représente le manque de ressources, la pauvreté, le besoin d'être aidé. Pour le 6 de denier, on a Bobo Ji. Je pense que ça se prononce comme ça, Bobo Ji, qui est un gardien des temples dans le folklore birman. C'est un protecteur bienveillant. Donc c'est vrai qu'ils ont réussi quand même à mettre quelques petites références positives sur les cartes positives comme le 6 de denier. Pour le 7 de denier, on a cette créature qui s'appelle Uldra. Uldra, c'est une créature féminine du folklore scandinave qui est réputée comme étant séduisante mais dangereuse. Elle serait liée à la forêt, donc elle a une queue comme ça et son histoire serait qu'elle aurait promis le mariage à certains hommes et l'un d'eux, en fait, elle lui aurait fait promettre de parler à personne de qui elle est vraiment, parce que si on enlève sa queue, on penserait qu'elle est humaine. Et en fait, il l'a trahie. Donc elle disparaît et il ne la retrouvera jamais, alors qu'il devait se marier. Ensuite, en 8 de denier, là aussi, ça lui va très très bien, le docteur Victor Frankenstein, donc qui n'est autre que le créateur de la créature de Frankenstein. Donc voilà, il est symbole d'ambition scientifique, mais aussi d'un travail acharné, puisqu'il est le seul à réussir à avoir créé Frankenstein à force de persévérance. Pour le 9 de denier, là aussi, j'ai beaucoup aimé le mythe. On retrouve Badjiaoui, c'est pas évident à prononcer, qui est un fantôme féminin qui serait décédé près d'un bananier et dont l'esprit aurait fusionné avec l'arbre des bananiers ou du bananier. Elle serait capable d'apporter la chance grâce au numéro de loterie et à ceux notamment qui lui témoignent du respect. En fait, son histoire, c'est que apparemment un homme se serait approché du bananier. Il aurait voulu cueillir une banane, mais une voix lui aurait dit que ne touche pas à ces bananes. Finalement, il a pris peur et il est parti, mais il avait quand même mangé ou
emporté avec lui quelques bananes. Du soir même, il aurait gagné à la loterie grâce à un ticket qui ne lui appartenait même pas, qui était dans sa poche. Et la chance finalement se retourna contre lui puisqu'il lui arriva plein de choses bizarres derrière. Et on suppose que ça serait Badjiaogui qui l'aurait hanté. Ensuite, on a le 10 de denier avec Day of the Dead, la journée des morts. On reconnaît bien ici le Disney qui s'appelle Coco. Le Dia de los Muertos, c'est une fête mexicaine qui célèbre les ancêtres et la mort comme quelque chose de festif et naturel. J'ai bien aimé d'ailleurs ce dessin animé. Donc je t'invite à regarder Coco si tu as envie d'expliquer à ton enfant que la mort existe d'une façon un petit peu plus douce peut-être. Ensuite, le valet de denier représenté par le gnome. J'adore, ça vient du folklore européen. Les gnomes sont des protecteurs des mines et des jardins. Voilà, que dire de plus? Je t'invite à regarder Gnoméo et Juliette. C'est une histoire assez drôle. Histoire de Roméo et Juliette revisitée avec des gnomes, justement. Donc, très sympa. Ensuite, on a dans le cavalier de denier, Ern the Hunter, Ern le chasseur. Donc c'est un esprit de chasseur de la forêt de Windsor en Angleterre, qui est souvent vu avec des cornes comme ça, qui symbolisent la chasse et la nature sauvage. Et alors, quand j'ai vu, je connaissais pas du tout cette légende, et quand j'ai vu cette carte et la légende, surtout le visuel, mais aussi la légende qui expliquait qui était Ern, ça m'a beaucoup fait penser à Yellow Jackets. Si tu connais pas cette série Yellow Jackets, c'est une série peut-être Canal+, je sais plus trop, mais il me semble qu'elle est visionnable sur Canal, qui raconte le crash d'un avion de certaines étudiantes qui vont finalement survivre dans la forêt. Elle se déguise pas mal comme ça, surtout la chef des survivants. Elle se déguise comme ça en tant que cheftaine. Bon, c'est quand même assez violent psychologiquement puisqu'on parle de cannibalisme, etc. Ça fait un peu penser au crash des rugbyman en Amérique du Sud, si je me trompe pas, en Argentine. Donc ça fait un peu penser à ça, mais version moderne, revisitée, puisqu'on fait des allers-retours en fait entre les épisodes où elles sont étudiantes et survivantes, survivantes dans la forêt, et la période actuelle où elles sont adultes et où elles sont hantées par un esprit qui serait l'esprit de la forêt où elles étaient coincées. Donc j'ai bien aimé la série, même si bon, certains passages qui sont un peu saoulants, mais si t'aimes comme ça les trucs un peu, c'est pas trop horreur, mais psychologiquement, voilà, dès que ça parle de cannibalisme, c'est quand même assez dur, mais on n'est pas dans le gore, je trouve, donc ça va. Enfin, la reine de denier avec Dryade. Dryade, c'est une nymphe dans la mythologie grecque qui protège elle aussi la forêt. Donc on est très axé nature avec cette suite de denier ici sur les personnages de cour. Et d'ailleurs, je crois peut-être qu'elle est dans Percy Jackson. Alors pas elle, mais il y a beaucoup de nymphes. Enfin, on voit des nymphes, il me semble, et des dryades dans Percy Jackson. Et d'ailleurs, ça m'avait fait penser aussi, quand j'ai vu cette carte, ça m'a un peu fait penser aux enfants de la forêt qui sont évoqués dans Game of Thrones. Voilà, c'est une femme, mais voilà, cet aspect-là, on les voit brièvement, et le fait qu'elle soit protectrice de la forêt, etc., ça m'a fait penser aux enfants de la forêt de Game of Thrones. Bref. Et la dernière carte du jeu, c'est le roi de denier. On termine avec le fantôme du pharaon égyptien. Donc souvent
les grands pharaons décédés comme ça représentent, enfin sont souvent liés en fait à des malédictions, à des trésors sacrés. Après, je pense que c'est aussi très cinéma hollywoodien qui nous fait penser à ça parce que quand on suit les archéologues comme ça qui découvrent un petit peu les trésors et qui essaient d'emporter les trésors, bah, ils sont souvent soit maudits, il y a une malédiction qui les poursuit, ou soit il y a plein de pièges dans les, je sais plus, dans les chambres, comment ça s'appelle? Bref, je sais plus. Dans les chambres mortuaires, on va dire. Bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a souvent des pièges, tu sais, qui les empêchent d'emporter des trésors. Voilà, ça fait très Indiana Jones aussi, hein, mais donc du coup, voilà pour le roi de denier qui évoque bien ici la richesse des pharaons, mais avec peut-être la malédiction qui va avec. Donc, j'en ai terminé pour ce Hello Tarot. Donc, il faudra patienter un petit peu hein, si tu ne l'as pas et que tu souhaites te le procurer parce que je crois qu'il est en rupture d'édition. Je sais pas du tout si la prochaine édition sera identique ou s'ils vont faire quelques changements. Moi personnellement, c'est vraiment le seul tarot que j'ai sur le thème d'Halloween et je pense qu'il sera suffisant parce que c'est vraiment comme ça moi que je vois Halloween. C'est à la fois des créatures qui peuvent être un peu surnaturelles, mais pas que vision d'horreur. Tu vois, j'aime le fait qu'il y ait par exemple un gnome, j'aime le fait qu'il y ait la famille Adams, j'aime le fait qu'il y ait des tueurs en série. Tu vois, c'est un petit peu ce mélange de d'horreur, de bizarrerie et de fantaisie. Donc, je pense vraiment qu'il va suffire à ma collection parce que il représente des histoires assez variées et des personnages aussi variés, tant dans la culture que dans l'énergie. Donc, c'est vraiment un jeu que j'adore et que je vais m'empresser de mélanger et d'utiliser pour cette période d'Halloween. Donc, je t'embrasse bien fort, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos et je te souhaite une très belle période d'Halloween. Ciao ciao!